Bonsoir à tous, monsieur le maire, bonsoir à Hervé, voilà, et puis à vous tous et vous toutes ici. Donc l'idée ce soir, c'est bien sûr de parler du réchauffement climatique, mais surtout d'examiner à travers l'effort d'Acclimatera la façon dont ce réchauffement se décline au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, je dirais les mesures qu'il faudrait prendre, aussi bien au niveau de l'atténuation, mais aussi de l'adaptation à ce réchauffement climatique. Alors je vais être relativement bref, moi j'espère, et plus, disons, vous parler à guise d'introduction, je dirais, plus sur le réchauffement à l'échelle planétaire, à l'échelle globale. Et donc, bien sûr, la première chose, c'est que c'est une réalité, ce réchauffement. Donc ce réchauffement, vous voyez ici, les 3 dernières années ont été les années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. 2018 devrait être la 3e année la plus chaude, après 2015, entre les deux, au niveau de 2015-2017. Et ce réchauffement est très marqué, donc il y a des années qui sont plus chaudes que la moyenne. Ce sont les années où il y a le phénomène El Niño, l'inverse pour les années bleues, là où il y a un phénomène El Niña, et il y a des années neutres. Alors le phénomène El Niño, c'est quand une partie de l'océan Pacifique est plus chaude que sa valeur moyenne. Donc c'est une réalité, mais ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise puisque ce que nous faisons par nos activités, c'est que nous modifions la composition de l'atmosphère, disons grosso modo depuis le milieu du XIXe siècle, et en particulier à travers des composés qu'on appelle gaz à effet de serre. Donc l'effet de serre par beau temps, comme ici, c'est le rayonnement solaire nous arrive sans trop de difficultés. Il y a une partie qui est absorbée quand même dans l'ultraviolet, mais une fois qu'il est réfléchi à la surface de la planète, eh bien, une partie de l'énergie est absorbée par ces gaz à effet de serre. Le premier, c'est la vapeur d'eau, mais nous n'en modifions pas les quantités de l'atmosphère directement par nos activités. Ce n'est pas le cas du gaz carbonique, du dioxyde de carbone, du protoxyde d'azote, et puis du méthane, les 3 principaux gaz à effet de serre qui contribuent en tout cas à l'augmentation de l'effet de serre lié aux activités humaines. Donc je ne vous détaillerai pas, simplement dire que c'est très bien connu, aussi bien par secteur d'activité, par type de contribution, par pays, et le résultat net, eh bien, c'est que l'effet de serre a augmenté en gros d'un peu plus de 3 watts, d'un peu plus de 1%, l'énergie utilisée, en gros, pour chauffer l'atmosphère et les autres composantes du système climatique, l'océan, les glaces et les surfaces continentales. Donc, il y a la pollution elle-même contrecarre une partie de ce réchauffement. Ça joue plutôt dans le sens du refroidissement, à peu près pour 20%, si bien que, disons, l'énergie disponible a plutôt augmenté de 1%. Alors, on va me dire que ce n'est pas beaucoup. Non, alors là, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant, effectivement. On chauffe plus et la réponse naturelle, c'est que la température augmente. Alors, l'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan, plus de 90%, et donc un diagnostic vraiment pointu, disons, je dirais convaincant de la réalité du réchauffement climatique, c'est ce qui se passe dans l'océan à travers l'élévation du niveau de la mer, 3 mm par an, une partie, 1 mm à peu près, liée à l'océan qui se réchauffe et qui se dilate, la dilatation de l'océan, l'essentiel du reste lié à la fonte des glaces, alors les glaciers tempérés, mais depuis une vingtaine d'années, le Groenland et l'Antarctique de l'Ouest. C'est une partie de l'Antarctique qui est dans le prolongement de la péninsule antarctique au sud de l'Amérique du Sud. Donc c'est cela qui contribue à... Donc à travers l'élévation du niveau de la mer, nous avons effectivement 2 indicateurs du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Donc ce réchauffement, le diagnostic du GIEC, je m'appuie largement sur les graphiques du 5e rapport du GIEC, nous disent de façon claire qu'il est lié pour l'essentiel aux activités humaines, à plus de 95 chances sur 100, de façon quasi certaine, et qu'il est une large part, donc, et qu'il est aussi... disons, il est sans équivoque, bien sûr, ce réchauffement sans précédent, au moins à l'échelle millénaire. Donc nous sommes dans un monde, effectivement, où nos activités ont commencé de façon notable, perceptible, pas encore
réellement dangereuses, quoique un peu quand même, dans certaines régions vulnérables, nos activités ont changé, modifié le climat. Donc, ce vers quoi nous allons, eh bien, c'est du bon sens que de dire plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus on risque d'avoir des réchauffements importants. C'est en gros ce que nous disent les modèles, mais ils nous fournissent beaucoup plus d'informations, ces modèles climatiques, par exemple, sur la répartition du réchauffement moyen, donc du réchauffement annuel, disons, à l'échelle planétaire. Ça, c'est un scénario où rien ne serait fait pour lutter contre le réchauffement climatique, un réchauffement moyen de 4 à 5 degrés supplémentaires, et un peu moins sur l'océan, un peu plus sur les continents, et surtout 2 fois plus sur les régions de l'Arctique. Donc ce réchauffement n'est pas homogène, mais c'est déjà ce qu'on observe actuellement. Et c'est tout à fait, disons, dans la ligne de ce qu'on observe au cours des 50 dernières années ou même du dernier siècle. Alors, ce réchauffement, évidemment, aura des conséquences. Voilà, donc ce réchauffement, c'est le scénario émetteur. Vous voyez, on va vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle et un climat qui n'est pas stabilisé. Donc, on peut continuer, en gros, si on continue à émettre des gaz à effet de serre, jusque vers 6-8 degrés à la fin du siècle prochain. Alors, je ne vais pas détailler bien sûr, toutes les conséquences du réchauffement climatique. Ce sera le rôle d'Hervé de les décliner à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Ce que je vais simplement dire, c'est que le GIEC le classe de façon assez, disons, en 5 catégories et souligné donc avec un niveau de risque, vous voyez, indétectable à très élevé. Il n'y a pas de surprise, quel que soit le type d'impact que l'on regarde, que l'on analyse, eh bien, on est dans des impacts élevés à très élevés, si on est à 5 degrés. Alors tout ça, évidemment, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il faut faire, on le sait, c'est effectivement un scénario sobre du type du scénario bleu qui permet, donc ce scénario sobre, vous voyez, donc quand on regarde les conséquences, elles sont plutôt soit indétectables, soit moyennes. C'est un climat différent d'aujourd'hui, mais c'est quand même l'espoir. Donc si on réussit à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, eh bien, on pourra, enfin les jeunes d'aujourd'hui, je dirais, dans la deuxième partie de ce siècle, pourront s'y adapter, au moins pour l'essentiel. Mais il y a vraiment des conséquences qui sont d'ores et déjà inéluctables, comme l'élévation du niveau de la mer, qui, dans le meilleur des cas, serait de 40 à 50 cm supplémentaires à la fin du siècle, probablement 1 mètre à la fin du siècle prochain. Même dans le cas de ce maintien du réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, donc il y a ce rapport sur le GIEC du GIEC qui va sortir lundi prochain, qui va aussi examiner les possibilités, disons à la fois les causes, les impacts d'un climat qui serait maintenu plutôt à 1,5 degré par rapport au pré-industriel. Alors 2 degrés par rapport au pré-industriel, c'est à peu près 1 degré par rapport aux toutes dernières années, disons à la décennie dans laquelle nous vivons. Le problème, c'est que c'est un véritable défi que de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, évidemment encore plus de le maintenir en deçà de 1,5 degré. Une condition nécessaire, mais pas suffisante, c'est de clairement limiter notre utilisation de combustibles fossiles. Nous n'avons plus que moins d'une vingtaine d'années pour 2 degrés au rythme actuel. On émet 40 milliards de tonnes de CO2 chaque année. En gros, si on en émet plus de 800 milliards, on a quand même toutes les chances de dépasser les 2 degrés à long terme. Voilà, et donc ça veut dire que c'est un changement complet de civilisation, de mode de développement, je dirais peut-être pas de civilisation. On parle de cette société sobre en carbone, et évidemment, il y a ce lien avec l'énergie, puisque l'essentiel de l'augmentation de l'effet de serre, en gros, les 2/3 sont liés à l'énergie, et donc une grande partie aux combustibles fossiles. Mais il faut aussi être attentif, disons, à ce qui vient de l'agriculture, donc c'est plus le méthane, le protoxyde d'azote, et là, ça peut être jusqu'à 20% en France, des émissions un peu moins, ça dépend des pays évidemment. Mais tout cela, eh bien, il y a une loi sur la transition énergétique en France, et puis la réalité quand même, la réalité de cette lutte, des mesures qu'il faut prendre, eh bien, c'est au niveau régional qu'il faut les prendre, c'est très clair quand on va parler d'efficacité énergétique, mais de mobilité, d'urbanisme, de développement des renouvelables. Et voilà, je crois que c'est Hervé qui va nous parler de ça maintenant. Voilà, donc pour dire qu'on est quand même en transition, donc si on ne fait rien, même dans le cadre de l'accord de Paris, on est plutôt parti vers 3 degrés et demi. Ça montre la difficulté de rester effectivement en deçà de 2 degrés et encore plus d'1,5 degré. La montre.
C'était une jolie montre, j'aurais pu essayer de la... Voilà, donc je vais prendre le relais, effectivement, au nom d'Acclimatera. Donc moi, je suis un peu comme Jean, un climatologue de la planète, quelqu'un qui s'est plutôt intéressé à comment est-ce que la planète dans son ensemble pouvait changer en réponse aux émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait que, au travers d'Acclimatera, au travers d'autres expériences, bon, et comme beaucoup de gens, en fait, je me suis intéressé à ce qui peut se passer à un niveau régional, c'est que je pense que progressivement, je me suis convaincu que c'est un des enjeux majeurs par rapport à ce qui va venir dans le futur, pour une raison qui découle de ce que vient de dire Jean, et sur lequel je reviendrai aussi, c'est que on est parti pour, de toute façon, avoir un changement climatique relativement important. En fait, on est déjà dans une phase où ce changement climatique a commencé. Je reviendrai un petit peu sur l'aspect scientifique. Il y a un point sur lequel je reviendrai que Jean n'a pas dit, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'il a dit, il dit beaucoup de choses, c'est que les émissions de gaz à effet de serre engagent le futur. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre restent très longtemps dans l'atmosphère, on ne sait pas les enlever, et donc ce qu'on a mis dans l'atmosphère participe d'un réchauffement futur quasi certain. C'est-à-dire on ne peut pas... Donc c'est une dette qu'on a mise, qu'on a développée en émettant des gaz à effet de serre aujourd'hui, qu'il faudra payer un jour, et qui fait que la sortie de ce processus n'est pas facile. Donc les territoires, c'est un mot qui est devenu populaire, et il y a derrière ce mot à la fois les villes, les régions, enfin les lieux où on produit des activités économiques, où on habite. Les territoires sont au cœur de tout cela, puisque c'est là que les dommages vont se faire sentir, c'est là qu'il y aura à protéger des populations, protéger des habitats, Et en fait, on sait que protéger, c'est aussi participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, puisque, comme Jean l'a dit, les émissions de gaz à effet de serre, elles relèvent de problèmes comme l'habitat, le transport, l'agriculture, production d'énergie décentralisée aussi, ça rentre là aussi dans ce que peuvent faire les territoires, une partie de la production d'énergie qui rentre moins. Donc il y a un lien entre se protéger localement et puis participer à un effort global qui est nécessaire. Alors je vais revenir sur tout ça un petit peu. Ce que je voudrais surtout montrer, c'est ce qu'a été l'ambition de ce groupe Acclimatera, qu'est-ce que c'est. Et puis, au-delà, essayer de voir si, enfin, d'inciter à peut-être nous aider à construire quelque chose d'un peu participatif autour d'Acclimatera. Alors, je vais suivre. Alors, je suis toujours d'une adresse phénoménale avec ces choses-là. Voilà. Donc, voilà. Donc, on est dans Acclimatera. Vous avez le logo. Et la première question, c'est de savoir. Donc, c'est anticiper les changements climatiques. Le mot anticiper est très fort dans tout ce que l'on a voulu faire et tout ce qu'on veut faire. Et pour agir, c'est aussi quelque chose qui est fort, c'est-à-dire on voudrait aider en fait la prise de décision, qui n'est pas toujours une prise de décision simple, dans la mesure où plus on avance dans ces problèmes-là, plus on se trouve dans la difficulté de satisfaire tous les besoins qu'on voudrait satisfaire, et j'y reviendrai plus tard. Alors, je vais présenter le deuxième rapport, mais surtout aussi ce qu'est Acclimatera. Donc, on se définit comme un comité scientifique régional pour aider à l'adaptation au changement climatique. On verra qu'on espère être un petit peu plus que cela, être vraiment les vecteurs d'une aide et peut-être d'une transformation des choses. Plutôt par là. Ah, d'accord. Plutôt par là, d'accord. Ah oui, bien sûr. Et je vais prendre le micro comme ça, je suis aussi plus à l'aise. Voilà, donc, alors, comment est-ce que ça a été... voilà. Alors, qui on est? On a constitué un comité scientifique qui a été constitué 2 fois, une fois pour l'Aquitaine, une fois pour la Nouvelle-Aquitaine. Pour la Nouvelle-Aquitaine, on a essayé de faire ça de manière un tout petit peu plus formelle. Donc on a
consulté les présidents des différentes universités de la Nouvelle-Aquitaine, et on a essayé de se répartir dans ce comité sur tout un ensemble de thématiques, et qui viennent avec des gens qui sont chargés un petit peu de cela, et qui viennent aussi des différents territoires de cette Nouvelle-Aquitaine, qui est quand même maintenant une région très, très grande. Donc on est piloté par un petit bureau de 5 personnes qui se réunit fréquemment, par téléphone, in vivo. Et puis le comité scientifique, lui, se réunit, je dirais 6-7 fois par an au minimum, et cette fois en présentiel. Et une des surprises agréables que l'on a eues, que ce soit pour le premier ou le deuxième rapport, c'est le nombre de personnes qui ont accepté d'être des contributeurs. On fait des rapports où on essaie de faire la synthèse de ce qui se passe au niveau climatique dans toute une série de données sur la région, j'y reviendrai. Et on a eu au total près de 400 contributeurs qui se sont manifestés, qui sont tous des contributeurs, des scientifiques engagés dans la carrière, des scientifiques seniors, comme on dit, qui ont... et qui se sont mobilisés, je pense, parce que c'est leur région. Moi-même, j'habite à Paris depuis beaucoup d'années. Je me sens un peu enraciné ici. Mon grand-père était d'Angoulême, ma grand-mère de La Rochelle, ma famille était à Bordeaux pendant beaucoup d'années, voilà, toujours. Donc, je pense que c'est un problème de territoire. Ça va souvent aussi avec une forme d'enracinement local. Et je pense que ça peut aider à la prise de décision et de conscience, comme j'y reviendrai à la fin. Alors, je ne vais pas passer en revue ce diagramme, cet ensemble de données de manière détaillée, dire que la Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même une région qui peut servir de région un peu pilote pour faire ses études, parce qu'on y trouve beaucoup de choses. On trouve des montagnes, on y trouve des régions, des fleuves, on y trouve des littoraux qui sont différents, on y trouve des agglomérations aussi qui ont des tailles assez variées. Donc c'est une région dans laquelle on va trouver une série de problèmes assez larges, et c'est là-dessus qu'on a essayé de construire nos rapports sur cette diversité de problèmes qui sont posés. Et c'est pour ça, je pense qu'on peut faire de ces études à Climatera quelque chose qui a une valeur qui va aussi un peu au-delà de la région. Alors, un comité pour répondre à quels besoins? Alors, le comité, il a été sollicité par la région, par son président, Alain Rousset, la vice-présidente, qui est présente ici, Françoise Coutan. Et il a, bien sûr, dans les rapports que je vais montrer, on les a présentés devant des assemblées de la région. C'est quand même, et on a eu un soutien logistique, on est bénévole dans ce travail-là, mais on a eu un soutien logistique important pour faire des rapports, pour avoir des missions, pour mettre en place cette tournée dont a parlé Johanna, qui va aller avec le train du climat, mais un petit peu au-delà, dans une 14 villes en fait, dans les mois qui viennent, dans les 2 mois qui viennent. Donc voilà. Donc ça, c'est un soutien important. On est par ailleurs un comité scientifique indépendant. On a fait un travail d'académique. On a épluché des documents. On a essayé de se faire une synthèse de tout ce qui se passe dans les régions, et c'est de ça qu'on rend compte en essayant de faire éventuellement, et pas plus qu'éventuellement, on a réussi à donner des conseils et à mettre en avant un certain nombre de points qui nous paraissent importants pour la gestion du territoire. Voilà les 2 rapports. Donc à gauche, c'est 300 pages, à droite, c'est 500 pages. Et je l'ai transporté, celui de droite, hier dans Paris, et je me suis dit que je ne l'amènerais pas aujourd'hui pour vous le montrer. Mais c'est un rapport qui est un beau rapport, en fait. Je pense que je suis sûr que la région vous le donnera si vous le souhaitez. Mais voilà. Alors, il y a une chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a toujours eu un débat. On a fait un rapport sur l'adaptation au changement climatique. C'est quelque chose qui est quelquefois un peu mal vu. On dit, voilà, l'adaptation, c'est une forme de renoncement pour beaucoup de gens, c'est-à-dire
on accepte le fait que le climat va changer et puis on essaie de s'adapter. Alors, ce que j'ai commencé à dire et que j'essaierai de montrer, c'est que je ne pense pas, et que si c'était ça, peut-être on ne s'y intéresserait pas de la même manière. L'adaptation, c'est une manière de réagir dans des domaines qui sont aussi les domaines qui vont produire des gaz à effet de serre. Donc c'est insuffisant. Il y aura bien sûr des gaz à effet de serre qui augmenteront malgré nos efforts d'adaptation, mais c'est nécessaire. Et c'est porteur, parce qu'on le verra, c'est porteur d'une démarche qui va au-delà de l'adaptation, même si on commence par ça. Alors, je voudrais dire un mot là-dessus, parce que finalement, quelquefois, ce n'est pas tout à fait bien compris. Les régions, on va parler de la région, sont un peu prisonnières de ce qui se fait autour d'elles. On va voir les changements de température dans les régions, ça reflète ce qui se passe à échelle globale. Quand on regarde au-dessus de la France, la part des gaz à effet de serre qui augmente et qui est émise par la France, c'est une toute petite proportion, c'est 1,5%. Mais on est aussi, nous, des pollueurs du monde. Donc, on a une responsabilité. Cette responsabilité, on doit l'exercer avec tout le monde, et on doit l'exercer avec aussi nos atouts. Et je pense que c'est une des chances que peut permettre un regard porté sur les régions, que d'essayer d'utiliser nos atouts, nos capacités à faire les choses différemment partout dans les régions pour participer à un effort qui ensuite sera plus global. Alors, ayant dit ça, je voudrais juste revenir quand même sur 2 ou 3 choses. Alors, c'est comme ça, oui. Hop. Il y a, par rapport à ce qui a été dit sur le diagnostic scientifique. Alors, je voulais montrer ces 2 cartes, parce que Jean ne les a pas exactement montrées comme celle-là, pour insister sur une chose, c'est que le changement climatique n'est pas encore là. Le changement climatique va inévitablement être provoqué dans le futur par les émissions que nous faisons aujourd'hui. Et on sait dire des choses aujourd'hui sur ce changement climatique. Alors vous avez 2 cartes qui se ressemblent ici. La carte du haut, c'est le résultat de nos modèles climatiques. Un modèle climatique, c'est quoi? C'est une sorte de maquette, une sorte de planète virtuelle qu'on construit avec des lois de la physique. Et c'est le travail, c'est le modèle qui est en haut, enfin le résultat qui est en haut vient d'un modèle qui a été développé dans mon institut et qui est un modèle qui a engagé peut-être une centaine de personnes pendant 25 ans. Il y a 1 million de lignes de code, c'est quelque chose de compliqué. Et vous voyez le réchauffement que prévoit ce modèle pour un futur proche. Si on agit, d'ailleurs, si on agit, si on reste à 2 degrés, c'est le réchauffement dans un cadre de futur à 2 degrés de réchauffement. Et le réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Et ce réchauffement, il est calculé sans aucune donnée observée. Sans aucune donnée observée. C'est un calcul de physique, de physicien. Le diagnostic du bas, c'est juste le contraire. C'est ce que l'on observe aujourd'hui comme premier symptôme de réchauffement sur la planète. Alors, est-ce que le modèle qui anticipe en haut sur la base des lois de la physique se trompe beaucoup? La ressemblance entre le diagramme du haut et le diagramme du bas, c'est une mesure de la certitude que l'on a quand on parle de ces problèmes-là. On sait que l'on est face à un réchauffement, mais ce que l'on voit en bas, ce que l'on sait mesurer, ce sont les premiers symptômes. Il y a un film qui s'appelle 37,2 degrés le matin, que j'avais cité à ce moment-là, parce qu'on a une petite fièvre, la planète a une petite fièvre. Mais cette petite fièvre, on sait l'expliquer comme les symptômes d'une maladie qui est beaucoup plus grave et qui va croître inévitablement parce que ces gaz, on dit le CO2 reste une centaine d'années dans l'atmosphère, c'est un petit peu approximatif scientifiquement, mais c'est l'ordre de grandeur. 100 ans, c'est beaucoup, hein, ça veut dire, et on ne sait pas aujourd'hui enlever ces gaz. Ça veut dire que tout ce qu'on a mis dans l'atmosphère, et on en a mis beaucoup dans les dernières années, on a commencé à émettre dans les années 50, joue un rôle important. Alors, Jean a dit une chose qui est très importante, c'est que au rythme actuel, si on émet toujours des émissions de gaz à effet de serre, on sera incapable de rester sous les 2 degrés d'ici 20 ans. En fait, on a effectivement droit à une certaine quantité de CO2. Comme le CO2 s'accumule,
on a droit à une certaine quantité de CO2. Je ne joue pas sur les unités, c'est ce à quoi on a droit. Et parmi ceux à quoi on a droit, qui est en vert, on a déjà émis ce qui est en bleu. Donc il nous reste à émettre, on a le droit d'émettre, si on veut rester sous les 2 degrés, ce qui est en rouge. Et ce qui est en rouge, au rythme où on l'émet, c'est effectivement 20 à 25 ans. Donc la marge de manœuvre à laquelle on est confronté se réduit de manière considérable. On ne peut plus parler du changement climatique aujourd'hui comme on en parlait il y a 20 ans. Et on le verra, je pense, avec la sortie du rapport sur les 1,5. On commence à toucher les limites de ce qui est possible. On avait l'impression qu'on avait du temps devant nous, qu'on pourrait faire ça le moment venu, un petit peu comme le lièvre de la fable. Et en fait, non, on n'est pas dans cette situation-là. On a engagé beaucoup de choses et on ne pourra pas. Alors, il y a des gens qui se disent, mais si on était capable de reprendre du CO2, ce qu'on appelle faire des émissions négatives, oui, si on était capable, ça nous donnerait un peu plus de temps. Mais pour le moment, on n'est pas capable. Voilà. Alors, notre élément, c'est que quand on regarde sur 30 ans ou 40 ans les combustibles fossiles, les combustibles fossiles, c'est ça. C'est ça, 80% de notre énergie, ça c'est l'énergie qui est produite. C'est 80%, c'était 80%. On a doublé la consommation d'énergie à l'échelle mondiale. Et on a toujours 80% de combustibles fossiles et 1% à peu près maintenant. C'est une augmentation forte, mais ça reste 1% d'éolien et de solaire. Voilà. Alors, dernier point, c'était de se dire que derrière cela, il n'y a pas une compréhension toujours de ces enjeux qui est très fidèle. Vous avez ici une enquête qui est faite par Sciences Po régulièrement, par Daniel Bois. Et il y a deux séries de questions très générales. Est-ce que vous pensez que le changement climatique, c'est important? Et tout le monde dit oui. Puis une question plus perfide qui consiste à dire, alors l'effet de serre, d'après vous, c'est quoi? Et les gens qui répondent des gaz, le CO2, c'est 12, 14, ça veut dire qu'il y a 15% de la population qui comprend bien ce que c'est. Et c'est normal. Moi, j'ai fait un cours hier à des élèves de licence de 2e année à Jussieu, et puis j'ai fait un Polytechnique quelques jours avant. Si on n'explique pas ça, les gens ne comprennent pas bien ce que c'est. C'est normal, c'est des choses qui sont compliquées. Et donc la portée de ces problèmes-là échappe encore quelquefois. Donc je pense que, on le verra, le fait régional peut être aussi une école par rapport à cela. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Les territoires sont non seulement des lieux où on peut agir, mais aussi des espaces de décision et de réflexion sociale. Et ils n'ont pas toutes les cartes en main parce qu'effectivement, il y a une partie du réchauffement qui vient d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, ils ont toutes les cartes en main pour agir s'ils le veulent, à leur échelle, et leur échelle contient beaucoup de possibilités. Un des éléments aussi qui m'a paru très important dans le fait régional, c'est le fait que le fait régional, c'est quand on le regarde, dès qu'on a une certaine complexité, il s'agisse de grandes agglomérations, qu'il s'agisse de territoires plus importants comme la Nouvelle-Aquitaine, on a toujours un système qui est complexe. C'est tout à fait clair au niveau aquitain. Si on regarde le cycle de l'eau dont on a parlé, il commence dans les montagnes, ça a été dit tout à l'heure lors de l'inauguration, il se prolonge dans les étiages, il se prolonge jusque dans le dragage de la Gironde, je vais passer vite quand même, mais on a un système qui est complexe et qu'on doit gérer en mettant en parallèle en fait tous ces problèmes-là. Et plus que cela, en mettant aussi en parallèle les problèmes sociaux. Je pense qu'on est très avancé dans ce problème des émissions de gaz à effet de serre, et ce que l'on va devoir faire, et qu'on peut faire, et qu'on doit faire, et qu'on fait finalement très souvent à l'échelle régionale, c'est mettre en parallèle les risques climatiques, les risques de biodiversité, les risques sociaux, et puis c'est voir comment on gère tout ça au mieux, en optimisant. Et c'est de cela que les territoires peuvent être porteurs, parce que les décisions ont besoin d'être prises, ont besoin d'être débattues, et c'est des espaces de débat où les choses se posent de manière extrêmement concrète. Voilà. Alors, maintenant, je voulais revenir un tout petit peu sur cette dépendance des climats locaux aux climats globaux, puis montrer quelques exemples de comment les climats de la Nouvelle-Aquitaine sont impactés. Alors, je vais passer vite là-dessus.
voilà, au niveau des températures, ça c'est des températures de la Nouvelle-Aquitaine, et c'est des températures qui vont de 1960 à 2015. Et ce que l'on voit, c'est cette augmentation quand même assez marquée. Alors bien sûr, d'une année sur l'autre, quand on descend à l'échelle d'un territoire, c'est beaucoup plus marqué que quand on est à l'échelle de la France. D'une année sur l'autre, on a des fluctuations importantes. Mais le signe général de ce qui se passe, c'est un signe qui est sans ambiguïté. Hein, la direction générale de ce qui se passe est sans ambiguïté. Et là, on a une certitude. On n'est plus aujourd'hui dans le même climat qu'il y a quelques années. Donc on ne parle pas de futur, on parle de présent. Néanmoins, ce présent n'est pas le présent, n'est pas ce à quoi on sera confronté dans quelques décennies. Dans quelques décennies, ce sera nécessairement beaucoup plus. Alors, il y a des conséquences diverses. Alors, je vais essayer de revenir. Ça, c'est un schéma qui montre les sécheresses agricoles. Par exemple, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, c'est un diagramme qui est intéressant parce qu'il reflète beaucoup de choses. Derrière une sécheresse, on peut affecter la faune, la flore, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Il y a beaucoup de choses qui sont affectées. On voit que ces sécheresses augmentent. Elles augmentent surtout par effet d'évaporation. La manière dont la pluie change est beaucoup plus compliquée. Alors, il y a des manières de la regarder. Ça, c'est un diagramme aussi qui est un diagramme du dernier rapport du GIEC. Vous avez ici, et je ne vais pas le commenter en détail, mais vous avez 4 types de climats qui sont favorisés sur notre région, sur la région euro-atlantique, et qui donc vont affecter la région Nouvelle-Aquitaine, qui sont des formations différentes, des implantations et des amplitudes différentes, de l'anticyclone des Açores, pour faire simple, mais des anticyclones en général aussi, parce que ça peut aller très au nord, et puis de la dépression d'Irlande. Vous voyez, ces configurations ça représente un tiers à peu près. Hein. Il y a 4 grands types de configurations possibles. Si le climat change, on a 4 types de risques. On n'est pas dans la même simplicité qu'on peut avoir quand on parle du réchauffement. Le réchauffement, c'est quelque chose qui affecte tout le monde. De la même manière, à peu près, hein, à l'échelle de l'Europe de l'Ouest, mais même au-delà. La précipitation, c'est quelque chose qui est très différent localement, avec des risques qui peuvent être multiples. On peut avoir la même région, qui est une région qui est menacée par des sécheresses ou par des inondations, selon les types de météorologie qui sont dominantes à un moment donné. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans la phase où l'on est, on est confronté aussi à une variabilité naturelle. Tous ces cycles-là que l'on voit sur l'occurrence des différents régimes de climat, bien sûr que ça module notre climat d'une manière qui est une manière à longue échelle. Donc il faut faire attention quand on interprète les choses, quand on essaie de construire une référence locale en termes de risques face à des situations nouvelles. Ces risques face à ces situations nouvelles, elles vont agréger le changement climatique qui maintenant domine, mais qui va être toujours associé aux fluctuations naturelles qui font que d'une année sur l'autre, les choses peuvent être très, très variables. Donc on est face à un système régional que l'on voit évoluer et qui nous pose toute une série de questions. Alors comment est-ce qu'on a essayé de traiter ces questions ? Il y a d'abord un problème de vigilance. C'était le premier rapport était très axé là-dessus. Comment est-ce qu'on observe ? Comment est-ce qu'on comprend ? Comment est-ce qu'on peut essayer d'accompagner en fait ces changements ? Et voilà les thèmes de ce premier rapport. On avait découpé ça en chapitres. Je vous laisse lire les chapitres que l'on avait. Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup de thèmes qu'on avait déjà abordés pour un rapport qui était en 2013. Ce que l'on a fait cette fois-ci, c'est de compléter ce travail-là. Alors je vous dis, c'est un travail qui a concerné plusieurs centaines de personnes dans les 2 cas, et en fait, au total 400 personnes dont beaucoup ont participé aux 2 rapports. Alors on a fait des mises à jour
donc sur des généralités qui sont un peu celles que je vous ai dit, comment on passe du climat global au local, on en sait un peu plus qu'il y a quelques années, on apprend toujours. Et puis, il y a des domaines où on avait quelquefois eu du mal à aller jusqu'au bout de la réflexion. Donc, je vous laisse la liste à gauche. Les domaines de vulnérabilité qui sont extrêmement importants, sur la montagne, sur les forêts, sur les risques sanitaires. Voilà. Et puis on a essayé d'ajouter de nouveaux thèmes dont certains sont particulièrement importants, ont été amenés par les nouveaux territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Alors la mémoire des risques, ça a été fait par Emmanuel Garnier, qui était Rochelet à l'époque, et il a beaucoup travaillé sur les tempêtes comme Xynthia. Est-ce qu'il y a des tempêtes qu'on a pu avoir dans le passé, la manière dont on se protégeait dans le passé. Donc toute cette mémoire des risques, c'est quelque chose d'extrêmement utile et important. L'énergie, la transition énergétique, je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure, mais ça fait partie des éléments qui sont plutôt en fait des causes de changement climatique, des impacts du changement climatique dont on doit se protéger, mais en même temps, ça fait partie des domaines où il y a une possibilité pour la région d'agir avec ces outils pour l'ensemble des problèmes climatiques. Et puis on a essayé de regarder sur les problèmes de droit de l'environnement, comment ça peut aider, en association avec cela les problèmes de gouvernance qui sont en bas. Il y a des territoires qu'on a eu du mal à traiter dans le premier rapport, qu'on a découvert en fait dans celui-ci. Villes et territoires, c'est peut-être curieux, mais en fait, on a eu du mal à parler des villes et territoires sous l'angle de l'adaptation au changement climatique. Comment on protège du réchauffement, de tout ce qui va se passer, les populations de ces territoires. Et maintenant, c'est quelque chose qui vient. Et puis, les zones humides. Les zones humides, c'est quelque chose dans qu'il s'agisse de la Charente ou du Poitou, on a des zones humides beaucoup plus importantes que dans le reste de l'Aquitaine, où il y avait une très grande zone humide qui était le bassin landais, enfin la zone landaise, mais qui s'est transformée en forêt. Voilà. Donc, quelques mots de certains de ces chapitres, et puis ensuite, je dirais aussi quelques mots de l'ambition. Alors, la mémoire pour une meilleure adaptation au changement climatique, comme je l'ai dit, c'est un chapitre qui est important parce que beaucoup de solutions peuvent venir de ce qui s'est produit dans le passé. C'est-à-dire, si on ne veut pas avoir des solutions qui sont des solutions forcées, quelquefois, remettre en fonction des réseaux de marées. Il y a beaucoup de solutions qui peuvent être des solutions qui sont tirées des exemples du passé. Ce n'est pas si facile que ça d'aller les chercher. Emmanuel Garnier a fait un travail d'archiviste en allant chercher des documents qui sont un petit peu oubliés. En fait, il y a eu, dans les siècles passés, il y a eu des assemblées savantes régionales qui ont mis en place des recommandations qu'on ne suit plus nécessairement. On a investi les zones littorales de manière extrêmement brutale dans les dernières années, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de cela. La santé est un domaine qu'on avait un petit peu mis en queue de priorité en fait, lors du premier rapport. C'était le dernier chapitre. On a fait attention à ce que ce ne soit pas le dernier chapitre, et puis surtout que ce ne soit pas un chapitre qui soit un chapitre mineur dans le nouveau rapport. La santé est un enjeu majeur de tous ces changements. La santé est un enjeu majeur de tous ces changements. Alors je ne suis pas le mieux placé pour en parler, je vais donner quelques éclairages. Dès qu'on rentre dans tous ces problèmes plus particuliers, bien sûr, on avait de vrais experts et puis des gens qui ont cherché à s'approprier toutes les conclusions. On les a réécrites à quelques-uns, mais c'est les vrais experts qui les connaissent. Mais donc le problème de la santé est essentiel et je vais donner quelques mots-clés qui sont là, qui peuvent dire pourquoi en fait le changement climatique peut avoir un rôle sur la santé. Bon, c'est détaillé dans le rapport, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un point très important. La disponibilité de l'eau est quelque chose aussi qui est très importante. Ça a été évoqué tout à l'heure lors de l'inauguration. Alors, j'ai choisi quelques chapitres qui me paraissent importants pour la région d'Angoulême, et je ne vais pas les développer, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on a pu faire.
particularité du rapport qui a été fait dans ce cadre-là, c'était d'essayer de rassembler tous les types d'eau et de gérer l'eau comme une ressource commune à l'échelle de toute la région. Alors, là aussi, vous avez les différents usages de l'eau, les différents dommages possibles qui sont à droite, et donc ça, c'est une manière d'essayer de cadrer le problème, et à partir de ça, ce cadrage problème peut être une manière d'intervenir dans des débats qui sont souvent des débats un peu conflictuels au sein de la région, et ça s'est déjà fait en fait, et c'est des choses qu'on essaiera de continuer à faire. Alors, l'énergie, la transition énergétique, je ne vais pas en dire beaucoup de choses, mais bon, je vais juste saluer Michel Combarnous, qui est quelqu'un qui était professeur à l'Université de Bordeaux, même au moment président, je pense, de l'université, qui était à l'Académie des sciences et l'Académie des technologies, qui est décédé après avoir beaucoup fait d'efforts pour que ce chapitre prenne forme. Est décédé juste avant la parution, enfin la présentation de ce rapport à La Rochelle. Il n'était pas seul à l'avoir fait, bien sûr. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que le mix énergétique régional, il est potentiellement très riche. Et donc, s'il est potentiellement très riche, il faut utiliser cette richesse-là. Et ça fait partie des solutions qui sont à la fois des solutions d'adaptation, parce qu'elles peuvent permettre une certaine autonomie des territoires en matière énergétique, donc économique, et puis aussi, ça peut permettre au niveau plus global d'être l'inspirateur de choses qui se feront ailleurs sur le même modèle. Alors, la pêche, c'est aussi un exemple que j'avais envie de montrer. On est un petit peu loin de la pêche, parce que c'est un exemple où, effectivement, il y a beaucoup de choses qui relèvent d'idées qu'on n'avait pas eues dans le premier rapport et qui sont... enfin, disons, de recommandations qu'on n'avait pas faites, plus exactement. Et il y a beaucoup de choses assez simples qu'on peut dire, finalement, et qui peuvent être importantes pour le débat public. Les bancs de poissons se déplacent aujourd'hui. Il y a un déplacement vers le nord d'une partie des poissons qu'on est habitué à pêcher. On peut poursuivre cela avec des gros bateaux. Je simplifie beaucoup, hein, c'est ma compréhension de ce qui est... Mais on peut aussi pêcher des espèces plus régionales, avoir une vision de comment favoriser ces espèces plus régionales. On pense à la vive, au mulet, etc. Bon, et c'est des choses qui peuvent aussi participer de solutions qui peuvent sauver aussi des filières. Donc il y a des choses qu'on peut faire qui sont à portée de main dans ce domaine-là. Voilà, donc territoire urbain, bon, c'est je ne vais peut-être pas tout passer en revue, c'était surtout destiné à faire la part de ce qui doit être plus dense ou moins dense. Il y a souvent une confusion entre des villes qui se sont étalées avec des banlieues un peu anarchiques, puis des villes, et là, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de... Et puis, au contraire, des villes comme les grandes villes, Bordeaux, qui se resserrent sur un centre-ville qui est très minéral et qui expose en fait les populations à des îlots de chaleur. Donc c'est essentiellement ce qui est discuté dans ce domaine-là. L'urbanisme en général, le domaine des architectes, des écoles d'architecture, a été très peu concerné par le problème du changement climatique jusqu'à il y a quelques années. Voilà, donc c'est un enjeu croissant et je ne vais pas le donner. Les zones humides, alors c'est aussi quelque chose là qui est majeur dans ce dernier rapport. Je me sens là vraiment pas à l'aise pour commenter ça parce que c'est vraiment votre domaine, enfin c'est le domaine de la Charente, vous êtes un petit peu loin de ces zones humides, mais pas trop, hein, beaucoup moins que moi. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a des actions, enfin il y a des choses qui sont à surveiller, beaucoup dans ces domaines-là. Il y a beaucoup de ces zones humides qui sont des domaines qui sont quand même déjà protégés, qui sont déjà anthropisés. Il faut les surveiller, les maintenir. Voilà, donc il y a un effort important à faire dans ces domaines-là. Et puis pour finir, on avait un chapitre sur la participation locale et l'appropriation citoyenne que je ne vais pas commenter en détail, mais qui va me donner un peu
le fil directeur pour les dernières choses que je voudrais dire par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on voudrait faire d'Acclimatera dans le futur? On voudrait vraiment en faire un lieu de débat et de participation du public. Alors c'est le sens de la tournée qu'on commence. On sait que ce n'est pas nécessairement facile, ce n'est pas non plus notre métier ou notre habitude, mais on pense que à peu près tout ce dont on parle là, est impossible sans une participation citoyenne. Et qu'on a besoin de cette participation du public. Alors quels sont les outils? Alors je vais passer ça. Les outils, c'est d'abord cette tournée régionale. Donc vous avez ici les villes qui vont être touchées par la tournée Acclimatera. Donc il y a un peu plus de villes que pour la tournée du train, parce que c'est un petit peu moins cher de déplacer des chercheurs sans train qu'avec train. Mais le train est très utile malgré tout. Hein. Il va nous manquer dans les villes où il ne sera pas là. Mais c'est ça va permettre d'élargir le socle. Dans chaque ville, ce qu'on voudrait, c'est effectivement avoir une manière de rencontrer les élus, les collectivités territoriales, pour nourrir le diagnostic scientifique. On ne veut pas être des scientifiques qui se substituent à la décision, mais on se rend compte que la recherche que l'on fait n'est pas toujours orientée exactement comme il le faudrait par rapport aux enjeux. Et on voudrait pouvoir effectivement jouer notre rôle à l'interface entre la connaissance scientifique et la décision de manière beaucoup plus précise qu'on le fait aujourd'hui. Alors, ce qui va avec, c'est diffuser l'information, interagir. Donc on a mis en place un site web et on espère qu'à la fin de cette tournée, le site web sera un outil vivant qui permettra de réagir face au rapport, mais de réagir aussi face à tout ce qui aura pu se dire dans ces quelques semaines. Il y a des choses qui ont déjà commencé. Il y a Acclima Campus. Alors, ça, j'ai pas du tout participé, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est sur le campus de Bordeaux, essentiellement, je pense, mais sur d'autres aussi. Il y a une douzaine de campus identifiés, c'est marqué ici. Une extension vers les collèges et les lycées. Donc, c'est aussi favoriser des prises de conscience, toujours en se basant sur le diagnostic scientifique et sans être exclusif d'autres types d'actions, bien sûr. Ce qu'on voudrait, c'est que ça finisse par des actions participatives, bien sûr, qui soient concrètes. Voilà. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure pour conclure. C'est que les territoires, et c'est la vocation d'Acclimatera, on pense que c'est vraiment des espaces de décision, de réflexion sociale capitaux, parce que c'est là que se font tous les dommages du changement climatique. Alors, bien sûr, ces dommages sont très différents si on parle de ce qui peut se passer en Afrique ou en Europe. Et il ne faut pas que ces territoires soient repliés sur une certaine forme d'égoïsme territorial. Il faut au contraire que ça soit une manière de réfléchir à ce que c'est la gestion d'un territoire, en se projetant aussi vers les territoires qui vont être beaucoup plus fortement impactés. Le réchauffement climatique, ça peut rendre des zones entières d'Afrique invivables. Donc il y a une réflexion à avoir aussi dans ce domaine-là. Et c'est surtout pas le rôle ni l'effet que cherche à avoir, bien sûr, Acclimatera, que de développer une certaine forme d'égoïsme régional. C'est bien le contraire. C'est que la région puisse se projeter, puisse éventuellement le faire d'ailleurs avec des accords scientifiques. On a eu des discussions avec des gens au Québec, des gens dans différentes régions du monde pour voir si on a un projet éventuellement d'élargir ces coopérations. Des gens du Vietnam, des gens pour discuter un petit peu de ces aspects-là. Voilà. Et donc, bien sûr, il n'y a pas toutes les cartes en main, et je veux dire par là qu'il ne faut pas être opposé, en fait, ce qu'on peut faire à l'échelon régional à ce qui se fait à l'échelon international. Ce qui se discute aujourd'hui au GIEC en Corée est très important aussi. Il ne faut pas opposer les choses. On a besoin d'efforts dans toutes les dimensions du problème et dans tous les lieux où il y a des décisions qui doivent être prises. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si j'étais trop long ou pas, je n'avais pas de montre. Mais voilà, je vous remercie.
Merci Hervé. On a un temps à peu près une vingtaine de minutes pour des questions. Donc si... Bon, mais c'est là. Je démonte un peu. J'espère que je me fais pas taper dans les doigts. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous avons une vingtaine de minutes. Donc voilà. Le micro, il arrive. Oui, ah oui, le micro, là devant. Oui, bonjour. La question que je me pose, c'est qu'on s'est félicité de la ratification de la COP21 par plus de 195 pays. On a présenté ça comme une étape majeure. Or, 2017 a été l'année où on a consommé et émis le plus d'émissions de gaz à effet de serre de toute l'histoire de l'humanité. Donc je me pose la question si, dans la communication, tout a été bien compris au niveau des citoyens et même des élus, et si on n'a pas des messages trop complexes qui fait que dans la pratique, les gens ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour avoir réellement une modification de leur changement de vie, pas forcément radical, mais efficace. Et ces informations, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas bien comprises ou pas bien partagées, mais ce n'est pas forcément très simple, la communication. Mais quand je vois les résultats aujourd'hui, je me dis qu'on est encore en train de prendre du retard. Oui, alors c'est peut-être plus un commentaire qu'une question. Je pense que c'est une réalité, et c'est bien pour ça qu'on essaie d'exister. Mais je pense aussi que... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas face à un monde qui est homogène. Il y a des secteurs qui sont très différents, les secteurs du transport, les secteurs du... Et les transformations ne se font pas de la même manière dans tous ces secteurs-là. Je crois que ce qui est très important, c'est de toute façon d'avancer. Enfin, bon, en fait, je suis d'accord avec ce que vous dites. Le seul bémol que je voulais y mettre, c'est de ne pas se décourager quand même. Parce que c'est très court, un an après la COP21, pour dire que la COP21 n'a rien changé. Moi, à un moment, j'étais à Amnesty International. Il y a eu des positions sur la peine de mort prises par l'ONU qui ont eu des effets à 20 ans, à 30 ans. Donc je crois que toutes ces décisions qui se prennent à un niveau collectif, au niveau des États, les États n'ont nulle part un bouton vert qui peuvent tourner comme ça et puis qui leur permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tout vient par des incitations, par des politiques qui ont des effets qui ne sont pas immédiats. Donc, bien sûr, il faut être attentif. Il ne faut pas confondre de l'action qui produit des effets différés avec l'inaction. Mais c'est vraiment ça qu'il faut faire comme diagnostic. Est-ce qu'on est face à de l'action qui a des effets différés ou de l'inaction? C'est presque inimaginable d'avoir une action qui a... Il y a des choses qui peuvent se produire tout de suite. Il y a supprimer du gaspillage, mais empêcher les pays émergents de se développer, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable et qui n'est pas possible. Et c'est quand même, ça a été dans les 15 ou 20 dernières années, l'essentiel de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Oui, oui, c'est vrai. La mobilité et la consommation locale qui ont un impact sur le transport indirectement, c'est des actions qui peuvent être efficaces très rapidement. Je ne parle pas effectivement de changements de mode industriel qui peuvent prendre des décennies parce que c'est complexe. Là, c'est des choses quotidiennes et je croise régulièrement des gens qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire au quotidien. C'était plutôt ça l'impact de ma question, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas une communication à faire pour donner des conseils quotidiens aux gens pour que ce soit rapide? La mobilité, aujourd'hui, si on décide, la semaine prochaine, on peut réduire par 4 nos émissions de CO2 en se déplaçant au quotidien, simplement en mobilité douce, alors qu'on le fait en voiture à 80% en milieu urbain avec simplement le conducteur. Alors, oui, mais enfin, moi,
Certainement, on peut faire mieux. Certainement, on peut faire mieux, et c'est bien ce qu'on essaie de faire. Je pense que ça ne sera jamais sans effort et sans délai. Si on regarde, moi, je suis parisien, comme je l'ai dit, quand on regarde actuellement, dire aux Parisiens, prenez plus les transports en commun, quand on voit ce que deviennent les transports en commun, et ce matin, à 5 heures du matin, je me suis retrouvé coincé, là, je venais à Bordeaux pour venir ensuite ici, dans un train qui s'est arrêté pour une raison inattendue, et c'était pareil la veille, et c'était pareil l'avant. Voilà, il faut faire attention, il faut que l'infrastructure suive. Hein. C'est quand même, on est face à des difficultés aujourd'hui qui sont de cet ordre-là. Je crois qu'il y a quand même un côté systémique aussi. Mais il n'y a pas que ça. Oui, pardon. Bonjour, merci pour le travail que vous faites. Moi, je suis beaucoup les conférences. J'en cite un comme ça, c'est Jean-Marc Jancovici. Et c'est vrai que de ce que je vois maintenant, par exemple, l'idée de décroître de 5% chaque année énergétiquement, apparemment, ça arrivait qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et lors de la crise de 29. En fait, c'est un enjeu qui est énormissime. On a eu la démission de Hulot récemment, qui dit de changer de modèle, changer de paradigme. Moi, ce que j'ai l'impression que la sonnette d'alarme absolue, c'est la sobriété, la sobriété, la sobriété, quoi. Et ça, qu'il faudrait le marteler avec une force. Et même au niveau de la France, ça ne suffirait pas. Là, j'ai appris que si on réduisait de 80% nos émissions, ce serait 600 millions en moins de tonnes dans l'atmosphère, mais que Total produit 6 milliards de tonnes. Donc tous les Français s'arrêtent. Enfin, c'est des chiffres comme ça. La France, c'est 1,5% des émissions mondiales. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est incroyable. Donc, effectivement, c'est quelque chose. Et donc, ça se retrouve chez nous. Chez nous, 98,5% des augmentations de gaz à effet de serre viennent d'ailleurs. Donc, c'est des chiffres que je ne cite jamais spontanément parce qu'ils sont décourageants. Mais je préfère regarder en face, parce qu'il faut bouger, mais c'est quelque chose qui est une réalité aussi. Et donc, c'est pour ça que la dimension locale, elle est nécessaire. Je pense qu'elle doit se faire et qu'elle doit passer par ces recommandations, ces processus d'éducation. En même temps, s'il n'y a que cette dimension locale, et là je parle un peu contre Acclimatera, finalement, ça ne suffira pas. Merci. Très bien. Voilà. Et ensuite, tac. Qu'est-ce que c'est la dilatation des océans ? Si j'ai bien retenu. Alors, la dilatation des océans, c'est que, comme tout ce qu'on chauffe, ça prend plus de place. Donc, le relèvement du niveau de la mer a deux causes essentielles. C'est la fonte des grands glaciers qui sont posés sur les continents. La glace qui flotte, c'est comme un glaçon dans un verre de whisky. Si ça fond, ça ne change pas le niveau. Mais la glace qui vient des continents, ça fait remonter le niveau de la mer. Et la mer elle-même prend plus de place parce qu'elle est plus chaude. C'est les deux choses qui font que le relèvement du niveau de la mer est important. Et Jean l'a cité Jean Jouzel, parce que c'est aussi une preuve de ce que la chaleur se stocke vraiment dans l'océan. Hein, c'est le fait que l'océan se dilate. Bonjour, merci pour l'organisation de telles journées qui, moi, m'interroge notamment sur leur impact puisque cette salle est quand même pas très pleine. Et je pense que c'est pour moi le reflet de la population ordinaire qui n'est pas spécialement sensible à ces problématiques de réchauffement climatique. Et pour revenir un peu sur ce que disait le monsieur là devant qui s'interrogeait sur qu'est-ce qu'on pourrait faire effectivement en pratique. Moi, ce qui me venait à l'esprit suite à une expérience qui est très récente d'une personne qui stationnait devant chez moi, moteur allumé, enfin qui rentre dans sa voiture, qui allume le moteur, qui laisse le moteur tourner. J'avais ouvert mes fenêtres pour aérer, c'était le matin. Et au bout de 5 minutes, je me suis dit, je vais quand même aller le voir pour lui signaler que peut-être ce serait bien soit qu'il parte, soit qu'il éteigne son moteur. Et quand j'ai interpellé cette personne qui était au téléphone, il me dit « Ah bon, vous allez faire ça à toutes les personnes qui stationnent devant chez vous parce que vos fenêtres sont ouvertes ?» Et puis il me dit de toute façon, j'étais en train de vérifier mon téléphone. Et je lui dis « Ben oui, moi ça peut m'arriver aussi, mais quand je vérifie mon téléphone, je vérifie avant d'allumer le moteur. » Mais manifestement, cette personne-là n'était pas du tout dans le registre. Comment ? Je vous remercie, mais ça va bien de ce côté-là. Non, mais laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Merci.
Et donc, ce qui me venait à l'esprit, c'est que probablement les gens qui consomment comme ça du gazole sans en avoir, sans que l'utilisation soit immédiate, peut-être que quand ils vont faire leur plein, ça serait intéressant qu'il y ait, alors je ne sais pas sous quelle forme, mais quelque chose comme, on a appris récemment que par exemple, enfin moi j'ai appris récemment, peut-être que plein de gens le savent, que les ferries consomment une quantité phénoménale de gazole, et qu'en plus, on va construire encore 120 ferries parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et on sait que ça, ça contribue largement à l'effet de serre. Et je me dis, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des exemples comme ça qui seraient affichés? Je ne sais pas comment et je ne sais pas avec quel argent, mais il y a beaucoup de publicité qui existe dans d'autres domaines, pourquoi pas dans celui-là, et peut-être avec une contribution des industriels, j'en sais rien, mais qui permettrait aux gens de prendre contact, en allant chercher leur carburant, de prendre contact avec l'impact que ça a dans leur gestuelle quotidienne, du type de celle que je viens de décrire. Désolée, j'ai peut-être été un peu longue. Non, mais moi je trouve effectivement très bien qu'il y ait des initiatives supplémentaires. Moi je l'ai dit, nous on est un collectif de scientifiques, on fait ça de manière bénévole, en plus de notre travail, on n'a pas de décharge d'enseignement pour faire ça. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de qui se mobilise autour de ça. Et par rapport à il y a quelques années, c'est beaucoup plus, mais ça reste très insuffisant par rapport aux enjeux et surtout à la vitesse avec laquelle ces enjeux se développent. Je crois que c'est ce qu'on mesure assez mal, c'est le fait qu'on n'est pas face à un problème qu'on peut effacer d'un coup de chiffon. C'est un problème qui se développe tout le temps et qui mute, qui n'est plus le même, ce qui ne sera plus le même dans 10 ans par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je crois quand même qu'une prise de conscience est nécessaire. Il n'y a pas de compréhension de ce que c'est. Moi, j'ai mesuré à de multiples occasions que les gens ne savent pas du tout ce que c'est que l'effet de serre. Ils ne savent pas du tout ce que c'est. Ils n'ont pas du tout compris ce que c'était. La plus grande majorité des gens. C'est un mot. C'est un mot derrière lequel il n'y a aucun concept physique précis pour beaucoup de gens. J'ai vu même chez des collègues, je trouvais dans un pays étranger, je ne vais pas le citer, mais avec des collègues, on parlait, c'était avant la COP21 de changement climatique, et puis il y avait un spécialiste, des spécialistes, qui est venu me voir, mais il me dit, mais le réchauffement, c'est dû à quoi? C'est qu'il y a des bulles d'air qui viennent chauffer. Enfin, quelque chose de complètement délirant. Donc il y a simplement une incompréhension. Donc je pense que nous, notre rôle scientifique, pour nous déjà, c'est ça, c'est de propager cette compréhension des choses. Ce que je pense, c'est que cette compréhension des choses, elle passe plus facilement quand on est dans un domaine où on prend les gens par la manche, on dit regardez où vous êtes, ce que vous êtes, ce qui se passe, et de prendre comme élément d'intérêt, d'intéressement, le fait local, le lien avec le fait local. C'est une chance qu'on a dans les régions qu'on n'a pas facilement en région parisienne ou en banlieue parisienne, par exemple, où l'attachement au territoire est beaucoup plus faible. Je pense qu'on peut utiliser ça dans nos régions. Oui. Monsieur Le Treut, d'abord je voulais vous dire merci et puis que ça soit transmis à tous les scientifiques qui viennent dans le débat public donner de l'information. Vous avez eu raison, je crois, de dire dès le début qu'il faut se rendre compte de ce qui n'est pas compris. Camus disait qu'à mal nommer les choses, on ajoute à la misère du monde. Si on nomme mal ce qu'est la dégradation climatique et l'adaptation qu'on doit en tirer, on n'ira pas dans le bon sens. Et pour le travail que vous avez fait, même s'il est illisible tellement il est gros, mais il est super, votre rapport, il donne à comprendre les choses, il ramène de l'histoire, de la perspective, il nous laisse pas indifférents parce qu'il y a déjà des gens qui réagissent, et c'est ça qui est le plus important. Et pour rester positif, moi je voudrais pointer un élément supplémentaire, puis rajouter une pensée pour l'action. L'élément supplémentaire, c'est qu'on est un pays riche, on est un pays qui prélève beaucoup sur ce qui font les phénomènes de la dégradation climatique. Moi je voudrais juste rappeler que tout un chacun, collectivement et individuellement, on paye depuis quelques années, et ça va monter en pression, une contribution carbone qui sera l'année prochaine à peu près à 10 milliards d'euros, qui ira dans le budget de l'État. En 2022, à 2025, on sera à 22 milliards. Ça, c'est des sous qui sont pris au nom de la fiscalité écologique. De la même manière, sur les déchets, on s'apprête à augmenter de plus d'1 milliard le prélèvement sur la taxe des activités polluantes. Et puis, quand on regarde les agences de l'eau, on leur prélève aujourd'hui 1,5 milliard, 500 millions.
Tout cet argent-là, il est dans le budget de l'État. Et si je cite ces 3 chiffres, c'est parce que dans une quinzaine de jours, vont sortir dans les différents journaux de toute la France, de la presse quotidienne régionale, un appel aux citoyens pour faire pression sur les parlementaires qui vont voter les prochains budgets. Parce que, comme vous l'avez dit vous-même, il y a de l'action internationale, il faut le faire. Monsieur a rappelé tout à l'heure que c'est quand même un mouvement assez lent. Et puis en plus de ça, on a des grands obstacles, hein, à mèche jaune. Donc on a quand même des difficultés. Mais les citoyens, ils attendent aussi. On l'a vu quand Hulot a démissionné. À Angoulême, il y avait, pour pas dire des centaines de citoyens qui avaient envie que ça se bouge. Donc on a des moyens. Et donc cet appel qui va sortir dans la presse nationale dans quelques semaines, il est signé des élus, des fédérations, des grandes associations d'élus qui disent au gouvernement l'argent du climat, que ce soit la contribution carbone, que ce soit la taxe déchets ou les prélèvements sur l'eau, elle doit revenir aux actions dans les territoires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les collectivités qui sont des lieux démocratiques, puisqu'il y a des élus, puis il y a des citoyens qui peuvent interpeller leurs élus et les faire bouger, on le voit en Charente, hein, il y a des gens qui réagissent sur les projets éoliens, sur la méthanisation, sur les problèmes de transport. Ces élus-là, il faut les mettre aussi au pied du mur, mais aussi leur donner les moyens de travailler. Et ces contributions-là qui vont dans le budget, on en a besoin. Donc je le dis pour tout un chacun, la Charente Libre et Sud-Ouest le publieront dans quelques semaines, cet appel-là, pour que pression soit faite sur nos parlementaires, pour qu'ils donnent les moyens de l'action dans les territoires. C'est extrêmement important parce qu'à l'échelle d'Angoulême, de Grand Angoulême, 150 000 habitants, s'il y avait les 10 euros, et ce n'est pas grand-chose 10 euros, parce que sur les 10 milliards que j'évoquais sur la contribution climat, c'est à peine 1/15e. S'il y avait seulement 10 euros qui revenaient, la mise en place d'un plan climat-air-énergie qui faciliterait la transition énergétique, la rénovation énergétique, aussi bien du patrimoine public que du patrimoine privé, ça pourrait s'engager et faire travailler des gens locaux. On pourrait aussi sortir des gens de la précarité. On pourrait aussi travailler sur une mobilité qui affecte aujourd'hui tous les périurbains qui viennent d'Angoulême et qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de se passer d'une voiture. Donc on a vraiment besoin de ça. Donc c'est juste un appel pour que tout le monde soit lecteur des prochaines semaines dans la presse quotidienne régionale et puis derrière comprenne que ce message-là, il vaut pour l'action tout de suite. On peut le faire rapidement et ça sera une bonne façon aussi d'engager une démarche personnelle dans un ensemble collectif parce qu'il ne faut pas plaider non plus simplement la responsabilité du consommateur. Certes, on en a une en tant que consommateur, on peut choisir son mode de voiture, on peut acheter moins de plastique, mais il y a aussi de l'action collective qui est nécessaire pour que tout ça, ça ait une cohérence. Merci. Ici. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Quand vous parlez de pression, je ne sais plus exactement sur qui, mais politique en fait, souvent on entend qu'il faut faire des pressions du coup quand il y a des votes qui vont passer, des choses comme ça. Comment on fait pour faire pression quand il y a des décisions qui veulent être prises? Est-ce que c'est des... Enfin, concrètement, hein, est-ce que c'est des sittings? Est-ce que c'est des lettres? Moi, je suis toujours un peu perdue de me dire, quand il y a des décisions qui vont être prises, on sait que c'est très important, des lois qui vont être votées, il y en a certaines... je ne suis pas assez calée sur le sujet, mais à chaque fois, je me demande, mais comment on fait pour faire pression? C'est quoi faire pression? Enfin... La réponse, c'est qu'il y aura une pétition nationale sur change.org et puis également une démarche qui dira clairement à nos députés, on en a 3 en Charente, 2 sénateurs, à vous faire le job pour que l'argent de la dégradation climatique elle revienne quand même dans les territoires pour faire quelque chose. Donc c'est une pétition? Oui, une pétition et une démarche auprès des députés, sénateurs. Ok. Ils vont voter un budget, ils vont voter les moyens. Oui, ça va le faire. D'accord. Par rapport à ça, le dernier chapitre de notre rapport sur la participation citoyenne est quelque chose que je vous invite à lire, parce que je crois qu'il y a aussi cette dimension-là qui est importante. Effectivement, on a beaucoup de lieux de démocratie en France, on ne les utilise pas beaucoup. Je pense que c'est une... Alors je ne sais pas si Françoise Coutan veut rajouter à cela, parce qu'elle fait partie des élus ici. Et puis il y a aussi... Voilà. Bon, merci. Malheureusement, il y a un cocktail qui nous attend à côté. Donc, ne partez pas. Je passe la parole à Sophie et on vous donne plus de précisions.
Alors, plus de précision, je vais vous dire que le cocktail vous attend. Je n'ai pas plus de précision, à part que je vous incite à venir tous. Vous y êtes cordialement invités. Je vais passer juste une petite minute la parole donc, à Françoise Coutan de la région Aquitaine et Lionel Poitvin, donc, qui est directeur régional de l'ADEME. Je vous laisse avec Lionel. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je ne vais pas en rajouter. Après ce constat donc d'une évolution extrêmement rapide et le fait que l'urgence est maintenant présente, juste peut-être au regard des questions qui ont été apportées sur l'action locale au regard des enjeux planétaires, simplement dire qu'il y a 3 piliers de la transition énergétique sur lesquels on peut quand même agir. Et le premier de ces piliers, c'est effectivement la sobriété. Là-dessus, on n'est pas bon, c'est clair, on n'est pas bon sur le fait de réduire nos consommations, de réduire la demande. Et par ailleurs, je rajouterai un autre élément qui est celui donc de la préemption de matière, parce que on évoque le changement climatique, c'est l'objet de la journée, mais il y a un autre enjeu, un autre défi qui est celui de l'épuisement des ressources naturelles, qui est grandement lié. En tout cas, les réponses sont tout à fait liées. Et donc, pouvoir réduire le gaspillage de préemption de matière, le gaspillage d'énergie. Donc, c'est vraiment le point numéro 1 dans tous les scénarios qui ont été établis pour voir comment nous pouvions atteindre, notamment le facteur 4 en 2050. Je dirais la clé de voûte, c'est la sobriété et la réduction des consommations. On ne parviendra pas sur l'aspect énergétique, on ne parviendra pas à atteindre les objectifs par les seules énergies renouvelables. Il faut certes les mettre en œuvre, mais en amont, vraiment réduire nos consommations. Par ailleurs, aussi pouvoir aller vers des technologies encore plus performantes. Alors, qui dit performance peut dire aussi des changements. Je pense aux approches hydrogène ou électricité pour la mobilité. Je pense aussi à des technologies. On peut aller encore beaucoup plus loin en termes de process industriels, économie d'énergie ou en termes d'ailleurs de bâtiments. Maintenant, on sait faire des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment, mais encore faut-il pouvoir les diffuser et vraiment que ça passe dans le lieu commun. Donc, deuxième aspect, l'efficacité. Et enfin, les renouvelables, avec aussi une approche qui est de dire que le renouvelable, si on prend l'exemple de la biomasse, le renouvelable, il n'est pas inépuisable localement et temporellement. C'est-à-dire que là aussi, la biomasse, il faut la préserver, si on prend l'exemple de l'énergie renouvelable biomasse. Donc, toujours cette idée-là, le meilleur moyen, c'est vraiment de réduire, de consommer à bon escient. Et ensuite, derrière, oui, certes, il nous faudra toujours de l'énergie, il nous faudra toujours de la matière, mais allons sur des matières locales. Et ça peut aussi, cette approche, donc matière locale, c'est-à-dire sobriété et puis utilisation des matières locales ou des énergies locales, ça va générer un autre enjeu qui est celui du développement économique ou au moins du maintien de l'économie ou de la conversion de l'économie, parce que la transition énergétique et écologique, c'est source d'activités, de nouvelles activités. Et là, par contre, c'est du local. Et au-delà du discours, donc certes, oui, les grands enjeux sont au niveau du planétaire, quand on voit certaines démarches outre-Atlantique ou par ailleurs en Asie, on peut se dire oui, nos petits efforts néo-aquitains, ça sert à rien. Mais si, ça sert justement, peut-être aussi dans le cadre des négociations pour montrer que certains agissent, puis par ailleurs, parce que nos territoires, certes, doivent montrer l'exemple. Et puis nos territoires, c'est aussi une source d'activité, une source de développement. Et par ailleurs, si on ne fait rien, l'épuisement des ressources et l'accès à l'énergie va nous poser de graves difficultés. Donc il faut absolument agir. Donc en conclusion, c'est vrai que ça se passe sur les territoires. Et sur les territoires, il y a aussi beaucoup à faire. Que puis-je ajouter? Vous m'avez piqué mon discours, Lionel. C'est donc le bon sens. Bon, ça va. Ça va, c'est vrai qu'on est en phase sur ces sujets-là et je ne vais pas reprendre ces 3 éléments, sobriété, efficacité, énergie renouvelable, puisque je le partage complètement. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre aussi à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Moi, je veux simplement remercier, mais très chaleureusement, Jean Jouzel et Hervé Letreut de leur présence. Jean Jouzel qui préside donc l'association Train du Climat, qui est donc aussi à l'origine de ce qui se passe pendant 3 jours à Angoulême, et puis Hervé Letreut qui a repris et présenté des grandes lignes du rapport à Climatera qui nous est évidemment très utile à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, j'espère qu'on va l'utiliser à bon escient voilà, pour mettre en place des politiques qui soient efficaces, qui soient de bon sens, mais qui soient efficaces et pragmatiques.
ambitieuse et courageuse aussi, parce que prendre la mesure de ce qu'il y a dans le rapport Acclimatera et le transposer pour mettre en place les politiques adaptées, ça va nécessiter du courage, parce que ça va nécessiter de changer aussi nos habitudes, de changer nos comportements, de changer notre modèle sur un certain nombre de sujets. Et pour arriver à cela, et dépasser un certain nombre de lobbying qui font pression, alors beaucoup moins à l'échelle régionale qu'à l'échelle nationale, européenne ou internationale, mais quand même, pour dépasser tout cela, il faut du courage. Mais ce courage, il est d'autant plus simple à avoir qu'il y a cette mobilisation citoyenne avec les élus. La volonté de changer, ce n'est pas simplement les élus. J'entendais, il y avait une question sur ce sujet-là tout à l'heure. Comment faire pour peser ? Mais comment faire pour peser ? Mais quand on a la parole, être présent. Voilà, moi, je souhaite qu'on transpose ce qui est dans Acclimatera, qu'on prenne vraiment la mesure de tout cela pour construire notre schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ce SRADET, toutes les régions ont l'obligation de construire ces SRADET. On est en train de le construire. On a terminé la phase de concertation. On a fait une 30aine de réunions sur l'ensemble des territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, mais parfois, il y avait du monde, parfois, il y avait un petit peu moins de monde. Peut-être que la communication a été mal faite, j'en sais rien. Toujours est-il qu'on a donné la parole aux citoyens et aux citoyennes de cette région sur chacun des territoires. Ils sont venus, ils ne sont pas venus, en tout cas la plupart du temps. C'était très en phase, ce qu'on a pu entendre, avec ce que préconisent les données du rapport. En tout cas, c'est cohérent par rapport aux données de ce rapport. Donc il est important. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de le laisser prendre la poussière sur une étagère, mais bien de l'utiliser pour nos documents de planification. Planifier, c'est bien aussi. Avoir des objectifs, c'est formidable. Mais après, il faut mettre en œuvre. Il y a un certain nombre de plans d'action qui doivent être peut-être un peu plus ambitieux. Je pense notamment au programme régional d'efficacité énergétique qui va être une déclinaison de cela. Je pense au schéma de raccordement des énergies renouvelables qui va devoir être à la hauteur des enjeux et de ce qu'on souhaite en termes de sortie des énergies fossiles et de développement des renouvelables dans notre région. Mais j'entends un certain nombre de citoyens qui disent « oui, on est d'accord, on veut sortir des énergies fossiles. Très bien. Mais sortir des énergies fossiles, même si on réduit beaucoup nos consommations, ça nécessitera quand même de produire un peu d'énergie. Cette énergie, quelle énergie on veut ? Parce que c'est vrai, on veut sortir des énergies fossiles. Alors moi, il se trouve que quand je pense énergie fossile, je pense aussi au nucléaire. Le nucléaire, c'est vrai, énergie quasiment décarbonée, pas d'impact sur le climat, mais avec des questions périphériques qui sont quand même de grande importance. Et parfois, on nous déconnecte l'énergie nucléaire du climat, mais ce n'est pas totalement vrai, parce que les centrales nucléaires, pour fonctionner, ont besoin d'eau. Or, dans un contexte où les températures augmentent, eh bien, on a moins d'eau. Donc, ça va être aussi une problématique à ce niveau-là. Donc, OK, c'est décarboné, mais par rapport à la question de l'augmentation de température planétaire, ça peut être lié. Donc, on le voit d'ores et déjà pour un certain nombre de nos centrales à l'échelle nationale. Donc, tout est connecté, tout est transversal, et c'est pour ça qu'on a souhaité créer cet outil, qui est aussi un outil participatif, le Conseil permanent de la transition énergétique et du climat de Nouvelle-Aquitaine, qui nous permet d'associer les acteurs des territoires, mais aussi les citoyens, à la construction des projets. Et je me souviens que très tôt dans le mandat, on avait une première réunion sur les questions des projets participatifs et citoyens, ici même, à Angoulême. Donc c'était en mars, Lionel, vous étiez à nos côtés sur cette démarche. Donc c'était en mars 2016. Enfin, bon, on a travaillé avec les gens pour pouvoir mettre en œuvre des politiques qui soient adaptées aux besoins des territoires. Parce que le sujet, c'est ça. Nous, on n'est pas là pour mettre en place des politiques ou pour construire les politiques à la place des territoires. On est là pour construire des outils qui serviront aux territoires dans les politiques qu'ils ont envie de construire et de mener. C'est ça notre rôle, nous, régions. Et on laisse les territoires totalement libres des projets qu'ils ont envie de construire. Simplement, on a des orientations. Et donc, ce qu'on financera, ce qu'on accompagnera, ça sera dans le cadre d'un certain nombre d'orientations. Mais si on les co-construit ensemble, c'est mieux. Et donc, on a co-construit avec presque 200 personnes ce jour-là, d'ailleurs, cet appel à projets participatifs et citoyens pour accompagner tous les projets d'efficacité énergétique, mais aussi d'énergie renouvelable sur les territoires. On accompagne réellement la logistique, les études, mais aussi les travaux. À chaque fois qu'un citoyen met 1 euro, la région met 1 euro, par exemple. Donc, bon, on
envie de poursuivre tout cela. Et pour être au plus près des besoins, évidemment, il faut qu'il y ait cet échange. Et c'est aussi pour ça qu'on fait notre tour permanent des 12 départements.